Les entretiens du marquis, bonjour à tous. IC Diamond, Anne Hidalgo, chantage à l'hôtel de ville. On a l'impression d'avoir un titre de SAS, de très nombreuses informations dans cette vidéo, mais avant, vous connaissez le rituel. Je voulais remercier tous ceux qui me permettent de vivre mon travail grâce au merci rémunérateur. Aujourd'hui est à l'honneur Alice Bernardo. Merci à elle. Et puis vous avez été extrêmement nombreux à réagir sur la vidéo du professeur Raoult. Alors, je voudrais juste faire un petit point. J'ai remarqué qu'il y avait de très nombreux trolls anti-Raoult qui s'étaient glissés parmi nous et qui avaient dit et qui répandaient, qui colportaient des rumeurs tout à fait inadmissibles. Vous pouvez évidemment ne pas apprécier le professeur Raoult, mais vous n'avez pas le droit de dire des choses qui sont tout simplement des théories du complot. Donc je vous ai littéralement effacé si vous avez osé ce genre de choses. Je remercie le professeur Raoult d'être resté droit comme un i. En effet, il a été vent de face contre la presse, contre le pouvoir politique. Et vous savez que de très nombreux complots, pour le coup, ont été montés contre lui. Ça s'est terminé devant la justice. Et le professeur Raoult a gagné tous ses procès. La seule fois où on lui a fait un blâme, c'est parce qu'on lui a reproché sa communication. Autrement dit, un des plus grands spécialistes n'avait pas le droit à la parole, tandis que sur les plateaux s'étalaient ceux qui disaient des choses bien étranges, comme le professeur Laurent Alexandre, Michel Simès, dont je reparlerai dans cette vidéo. Voilà, donc, je remercie le professeur Raoult de nous avoir informés, de nous avoir aussi appris beaucoup de choses. Mais avant de parler du nouveau tweet du professeur Raoult, je voulais parler de cette histoire assez étrange et qui, à mon avis, est très révélatrice de l'époque dans laquelle nous vivons. Une fille de joie, transgenre, du nom de IC Diamond, avait été invitée le 11 mars. Alors, qu'est-ce qui s'était passé le 11 mars? L'hôtel de ville a organisé une fête en l'honneur des LGBT. Et donc, elle a transformé une grande partie des ors de la République en boîte de nuit. Alors ça, c'est une sale habitude et j'en reparlerai dans un instant. En effet, les photos qui sont disponibles sur la mairie de Paris donnent ce genre de choses. D'abord, qu'est-ce que l'on constate lorsqu'on regarde la photographie? C'est que nous avons affaire en effet à une toute petite élite parisienne, très fortunée, qui vient faire la fête à l'hôtel de ville. Elle fait la fête dans quelles circonstances? À un moment où les Français sont très inquiets pour leur retraite, à un moment où les Français perdent du pouvoir d'achat. Il y a une part d'indécence. Et puis, ce sont des lieux de la République, ce sont des lieux qui appartiennent à tous les Français et qui, dans une certaine mesure, sont privatisés par certains groupes. Là encore, cela pose évidemment des problèmes. Mais lorsqu'on organise ce genre de choses, il faut faire très attention aux gens qu'on invite. Et la mairie de Paris, Anne Hidalgo, a invité cette personne dont j'ai parlé, IC Diamond, qui s'est permis de travailler, si vous comprenez ce que je veux dire, à l'intérieur d'un lieu de la République. Elle a tourné des vidéos, son compte Twitter a été supprimé parce qu'évidemment, il y avait des images qui étaient interdites aux moins de 18 ans. Et voilà, quelle menace, Anne Hidalgo. Je demande à récupérer mon compte Twitter où je ferai sortir d'autres vidéos de moi à l'hôtel de ville. Qui sait ce que je peux avoir sur les collègues de Madame Anne Hidalgo? Autrement dit, des élus de la République auraient fauté, entre guillemets, dans certains lieux de l'hôtel de ville avec une fille de joie, invitée pour le 11 mars. Ah, là, ça commence à faire beaucoup. Mais l'ennui, c'est que c'est un lieu de la République et que nous dit le Parisien? IC Diamond l'escorte qui pose dans les locaux de l'hôtel de ville et accuse la mairie de proxénétisme. En plus, avec les photos qu'elle a montrées, elle a transformé en quelque sorte l'hôtel de ville en maison close. En tout cas, elle s'en vante. Le Figaro, affirme à peu près la même chose. L'escorte se vante d'avoir racolé un client lors de la nuit des fiertés, un événement LGBT accueilli par Anne Hidalgo le 11 mars à l'hôtel de ville. Un acte pénalement répréhensible. Vous imaginez que la mairie de Paris est dans tous ses états. Je voudrais quand même faire un point. Comment se fait-il que cette élite transforme les lieux de tous les Français en une boîte de nuit géante, privée dans une certaine mesure, où les Français, justement, n'ont pas le droit d'y aller? C'est essentiellement sur réservation, c'est très jet-setter. Et puis, il y a quelque chose de tout à fait inadmissible. Sonia Mabrouk parlait de sacré, mais l'Élysée, l'hôtel de ville, ce sont des lieux historiques, ce sont des lieux sacrés. On n'a pas à les transformer en des boîtes de nuit pour se faire plaisir. On se souvient qu'Emmanuel Macron avait transformé le
palais de l'Élysée, là encore en boîte de nuit, et il s'était exhibé très fier au milieu d'artistes qui d'ailleurs, par la suite, un peu la même chose qu'avec Anne Hidalgo, il y a le même parallèle, qui lui avait reproché son attitude, c'est-à-dire il les accueille et en plus ils disent beaucoup de mal d'Emmanuel Macron. Vous me direz, nous aussi. Voilà, donc privatisation de lieux, exclusion des Français et dans une période où la France souffre. Mais quelle image donne-t-il ? Et puis il y a quelque chose qui ne va pas, je veux dire. Ces élites défendent Pierre Palmade, mais on comprend pourquoi. Parce que c'est leur monde. Tandis que le monde des salariés de la France qui souffrent, ça, ils ne veulent même pas en entendre. Les éboueurs partent à 64 ans, 67 ans à la retraite, ils en ont strictement rien à faire. Mais par contre, qu'on touche l'un de leurs petits chéris qui a consommé des produits illicites, alors là, tout le monde se met au garde à vous. Eh bien, il faudra vraiment que cela change parce qu'on ne pourra pas faire société longtemps avec une telle différence entre les élites et le peuple français. D'ailleurs, puisque j'ai parlé des retraites, eh bien, on va l'évoquer. Réforme des retraites, l'exécutif à l'assaut des derniers indécis chez les Républicains. Alors qu'une forte incertitude demeure sur l'obtention d'une majorité à l'Assemblée nationale pour adopter la réforme des retraites, le gouvernement a des sueurs froides. Emmanuel Macron a lui-même donné ses consignes à ses troupes pour aller chercher les voix des députés LR une par une. Et on apprend que Bruno Le Maire, ni plus ni moins, dit à certains députés LR « Votez pour ma retraite, je vous donnerai des subventions ». Ça, c'est interdit par la Constitution, c'est de la corruption active. Normalement, l'article du Parisien devrait avoir des suites et des suites judiciaires. Le gouvernement n'a pas le droit de corrompre les députés. Eh bien, ils le font. Et c'est peut-être ça notre naïveté. Ils osent tout parce que personne ne s'oppose véritablement à eux. Là, j'avoue que j'ai même été surpris. Retailleau arrive même à me surprendre. Retraite, Bruno Retailleau, LR, préfère un 49-3 que pas de réforme du tout. Retraite, Bruno Retailleau, LR, préfère un 49-3 que pas de réforme du tout. Mais vous imaginez qu'ils en sont à détruire l'idée même de la démocratie. Et Bruno Retailleau en arrive à prier pour un 49-3. Et lorsqu'on a vu l'article du Parisien et qu'on associe, mais qu'est-ce que Macron lui a promis à Retailleau pour qu'il retourne sa veste à ce niveau-là, qu'il arrive à soutenir le gouvernement, et quel gouvernement ? Je voudrais quand même rappeler ce que j'ai fait, mon travail, depuis de longs mois. On a travaillé sur l'affaire Benalla. On a travaillé sur l'affaire Alstom, on a travaillé sur l'affaire McKinsey, on a travaillé sur l'affaire Uber, on a travaillé sur le scandale des autoroutes, on a travaillé sur les faillites énergétiques, on a évoqué le compte dans un paradis fiscal d'Emmanuel Macron, puisque nos camarades de Cache Investigation ont fait une enquête là-dessus. On avait à l'époque soutenu les Gilets jaunes, on avait lutté contre les politiques sanitaires, on est évidemment contre la réforme des retraites, on lutte contre le wokisme. On dénonce l'attitude de Bruno Le Maire et d'Emmanuel Macron vis-à-vis de l'étranger et surtout son travail économique, puisqu'on a énormément évoqué la faillite économique de la France, avec plus de 700 milliards de dettes qui ont été faites en quelques années. Dans le Figaro aujourd'hui, Macron recevait les diplomates et les diplomates nous parlent de faillite diplomatique d'Emmanuel Macron. On l'a évoqué notamment dans ses tournées africaines et je n'ai pas encore parlé de la guerre en Ukraine qui risque de nous coûter très cher. Et en plus, nous voyons se profiler une défaite pour la diplomatie française et pour la France. Bref, quand on fait l'addition de tout cela, comment peut-on soutenir Emmanuel Macron ? Comment peut-on soutenir Emmanuel Macron ? D'autant qu'Olivier Marleix, le chef des députés LR, c'est lui qui nous a renseigné sur l'affaire Alstom. Il y a quelque chose d'assez inouï là-dedans. Et puis, lorsqu'on évoque la communication d'Emmanuel Macron, c'est mensonge, manipulation, propagande. Et nous nous apercevons que depuis son mandat, la démocratie a reculé en France, ce n'est même pas moi qui le dis, ce sont les standards internationaux. Et Bruno Retailleau, lui, prie pour que le gouvernement ne tombe pas. Que voulez-vous ? Tirez vos conclusions. Alors, dans cette réforme des retraites, on se dit bien que les LR vont être punis par leur soutien à Emmanuel Macron. Et là, on a quelque chose d'assez inouï qui arrive. Voilà l'objet du délit. La CMP, c'est la commission
paritaire, hein, il y avait 7 députés et 7 sénateurs pour régler les différences entre le texte de l'Assemblée nationale et le texte du Sénat. Donc ils ont créé un texte commun. Le seul ennui, c'est que les LR balancent leur communiqué le 15 mars. Déjà, il est daté du 5 mars 2023. Mais il y a quelque chose de pire. Ils balancent que la CMP conclusive avec 3 avancées majeures sous l'impulsion des Républicains au nom des Français, ils nous donnent le seul ennui. Au moment où sort ce communiqué, eh bien, la CMP n'est pas terminée. Et une partie de ce qu'ils avancent n'a même pas été traitée. Autrement dit, le communiqué daté du 5 mars sort avant que les députés et les sénateurs aient fini le texte. Alors, ça a évidemment suscité bien des commentaires. Les LR se sont précipités en disant non, c'est le 5 mars, c'est une coquille, c'était le 15 mars, mais on n'y peut rien, hein. C'est vous qui avez écrit le 5 mars. Pourquoi doit-on vous croire lorsque vous dites que c'est une coquille? Expliquez-nous. Et puis, Marine Le Pen s'est fendue d'un tweet. L'envoi par erreur d'un communiqué de presse par les Républicains sur les conclusions de la CMP, alors même qu'elle n'est même pas terminée, démontre l'hypocrisie totale de ce parti qui, une nouvelle fois, se soumet au gouvernement contre les Français. Je crois que là, tout est dit. Et vous avez le même tweet de Mathilde Panot aussi. Donc, que ce soit la gauche, LFI ou le Rassemblement national, ils ont tiré les mêmes conclusions. Eh bien, on aimerait comprendre comment on peut aller aussi loin dans la collaboration et comment on peut aller aussi loin dans une faute aussi grossière. C'est que manifestement, ils sont travaillés par une forme d'inconscient. Alors, il n'y a pas que les LR, hein. Il y a Emmanuel Macron avec sa tête très particulière. Je ne sais pas, cette photo de BFM, elle est terrible, hein. On dirait un petit vieux avec la mâchoire en avant, il est avec le regard vide. Retraite, Emmanuel Macron fait planer la menace d'une dissolution en cas de vote perdu à l'Assemblée. Il tempête, il menace les députés. Alors, ce genre de tweet aussi, il devrait y avoir une condamnation d'Emmanuel Macron. On ne menace jamais d'une dissolution. Pourquoi ? Parce que c'est rendre le pouvoir aux Français. Ça s'appelle la démocratie. Et la démocratie n'est jamais une menace. Et donc, il menace les députés. Si vous ne me soutenez pas, je dissous, vous allez perdre votre mandat. Qui peut faire ce genre de choses à part quelqu'un de pas très net, un mafieux ? Emmanuel Macron, là encore, se conduit comme il ne devrait jamais se conduire. Mais nous avons l'habitude de ce genre de personnage. Alors, nous allons maintenant passer au dossier du Covid avec la tête merveilleuse de Michel Simès. Là, je crois que sa tête évoque à peu près tout. Vous vous souvenez peut-être de ce clip vidéo où Michel Simès, en effet, affirmait que les soignants non vaccinés étaient un véritable danger pour tous ceux qui entraient à l'hôpital, hein, les patients. En effet, ils allaient leur donner le Covid. Et c'est pour cette raison qu'il ajoutait « Comment peuvent-ils se regarder dans la glace le matin ?» Eh bien, on va lui retourner comment aujourd'hui Michel Simès peut se regarder dans la glace le matin. Parce que nous avons appris par Gérard Kierzek et par beaucoup d'autres médecins que ceux qui étaient non vaccinés, les soignants non vaccinés, au contraire, préservaient les patients du Covid. Et pour quelle raison ? C'est relativement simple. Eux, ils étaient testés quotidiennement, tandis que ceux qui étaient vaccinés ne se faisaient plus tester. Et le résultat, vous savez bien, ça a été dit par l'OMS, cette chose ARN ne protégeait ni de l'infection, ni de la transmission. C'est-à-dire que les gens qui ont mis le plus en danger parce qu'ils ne se faisaient plus tester, c'était les soignants qui étaient vaccinés. Et lorsque sur le plateau de Pascal Praud, certains avaient dit « Oui, mais ces soignants suspendus, il ne faut pas les réintégrer parce que c'est des dangers, parce que ceux qui sont vaccinés préservent de la transmission », Pascal Praud avait poussé une gueulante, il avait dit « Mais ce monde me fascine, mais arrêtez, mais ça va pas, mais vous lisez pas les journaux, ce vaccin ne protège pas de la transmission, mais comment c'est possible ? C'est terrifiant, c'est insupportable. » Voilà, et ce sont des scènes qui se sont répétées sur le plateau de l'heure des pros. Et en effet, ce que je viens de dire a été confirmé par les autorités sanitaires. C'est pour cette raison que dans de nombreux pays, on n'exige plus que les soignants soient vaccinés, comme en Australie.
Alors, vous comprenez bien que les gens qui passent aujourd'hui sur les plateaux comme Michel Simès, Laurent Alexandre dont j'ai parlé hier, ont certainement des choses à se faire reprocher et ils essaient évidemment de parler pour le pouvoir, pour essayer de sauver la face du pouvoir. Et il y en a un qui est très fort à ce petit jeu, c'est Julien Pain, le fact-checker qui est sur le grill. Regardez ce qu'il nous écrit au sujet des lockdown files. J'avoue que c'est un tweet collector. Que révèlent les lockdown files? Ces milliers de messages sur la pandémie échangés par des membres du gouvernement britannique, surtout que dans l'incertitude face au virus, les politiques ont navigué à vue et pris des décisions en fonction de l'opinion publique. Là, vous avez un condensé de propagande et de manipulation. Alors, ce que j'apprécie chez Julien Pain, c'est comme une girouette, il nous indique d'où vient le vent macroniste, quels sont les effets de langage qu'ils vont utiliser pour se défendre. C'est pas compliqué, ils ont trouvé un coupable idéal, c'est l'opinion publique, ça ne mange pas pain, parce que c'est personne et c'est tout le monde à la fois. L'opinion publique, ce serait donc les Français les coupables. Alors, il y a quand même une chose qui est assez amusante, c'est que Julien Pain ne se rend pas compte qu'il vient de donner un argument particulièrement virulent à l'opposition à Emmanuel Macron. Pour quelle raison? Si Emmanuel Macron n'est pas capable de résister aux sirènes de l'opinion, qu'il aille vendre des fraises sur les marchés. C'est justement ça un chef d'État, c'est celui qui sait tenir le cap. Emmanuel Macron, si c'est une girouette qui change de direction en fonction des sondages, évidemment, il n'a pas sa place à l'Élysée, donc il ne rend pas véritablement un service. Je ne sais pas quel est le conseiller en communication qui a imaginé cette chose, c'est absurde. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que Julien Pain ment. Parce que ce que révèlent les lockdown files, c'est que le ministre de la Santé ainsi que les autorités anglaises ont manipulé l'opinion publique en la terrifiant, en ajoutant ces fameuses images. Vous vous en souvenez des comptes tous les soirs? L'opinion publique a été manipulée. Et c'est ça que Julien Pain essaie de cacher aux Français. Parce qu'en Angleterre, cette manipulation, elle ne passe pas. Et certains, je vous l'ai dit dans un précédent numéro, ont exigé que le ministre de la Santé finisse en prison. Moi je pense que certains journalistes qui défendent ce genre de thèse devraient aussi répondre un petit peu de ce genre de tweet. Alors nous avons aussi une autre nouvelle que nous attendons avec impatience. Souvenez-vous, je vous avais dit qu'Emmanuel Macron aurait aimé avoir un destin à la Bill Gates. Le destin de Bill Gates s'annonce un peu compliqué puisque nous venons d'apprendre par Matt Wallace. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui a révélé les Twitter files sur Fauci. Donc c'est l'homme, en quelque sorte l'avocat d'Elon Musk, et il nous annonce que nous allons avoir des dossiers sur Bill Gates qui arrivent bientôt. Alors vous savez que Bill Gates, il y a la pandémie, mais il y a aussi ses relations avec Jeffrey Epstein. Alors qu'est-ce que cela va être? Nous attendons évidemment les révélations. Sans transition, nous allons passer à la politique internationale, et notamment l'Ukraine. Et je vous avouerai que Prigojine, non seulement c'est un chef de guerre tout à fait étonnant, ses troupes sont en train de finir de nettoyer Bakhmout. J'ai regardé la carte chez Jacques Frère, il reste plus grand-chose du centre de Bakhmout. On ne comprend pas pourquoi les Ukrainiens s'acharnent, parce que manifestement c'est presque terminé dans le centre de Bakhmout. Et Prigojine arrive et nous annonce qu'il sera candidat à l'élection présidentielle 2024 en Russie. Ah non, pas en Russie, mais en Ukraine. C'est de la communication évidemment de Prigojine. Nous allons passer maintenant à un dossier que je connais bien parce que j'ai écrit de très nombreux articles. Alors on va regarder une photo pour l'instant simple. Vous connaissez Raphaël Glucksmann, c'est le compagnon de Léa Salamé. Raphaël Glucksmann est quelqu'un qui ne cache pas qu'il est dans le camp atlantiste. C'est très bien, pourquoi pas. Mais voilà, quand on est dans le camp atlantiste, on peut avoir de très mauvaises fréquentations. En effet, il avait comme ami Mikhail Saakashvili. Il l'a dit à plusieurs reprises, c'est mon ami Mikhail Saakashvili. Alors, on va regarder exactement quelles sont leurs relations. Raphaël Glucksmann est bien le conseiller de Mikhail Saakashvili, autrefois, en août 2008, à la suite d'une altercation avec le général russe Borisov, chef des troupes d'invasion lors de la deuxième guerre d'Ossétie. Il décide d'aller en Géorgie. Il décide, c'est vrai qu'il n'a certainement pas reçu d'ordre de la part des Américains, il a pris ses tintins en Géorgie, pour se mettre au service de Saakashvili, qu'il avait déjà rencontré en 2004 à Kiev. Tiens. À partir de 2009, il devient le conseiller officiel de Saakashvili, qu'il considère comme avant tout un ami. Et comme je vous l'ai montré, on les voit bras dessus, bras dessous.
Alors vous allez me dire, c'est très bien qu'il ait comme ami Mikhail Saakashvili. D'autant plus que ce Mikhail Saakashvili fait la une du Figaro, il est présenté comme un héros de la liberté. Mikhail Saakashvili, l'ex-président géorgien au Figaro, le sort de la Géorgie est lié à la victoire de l'Ukraine face à la Russie. Alors il a beaucoup maigri, il est malade. Il accuse même Vladimir Poutine de l'avoir empoisonné. Voilà où nous en sommes. Ça, c'est la présentation du Figaro. Comment se fait-il que Mikhail Saakashvili fasse la une du Monde, puis du Figaro? Est-ce qu'il bénéficierait des réseaux de Raphaël Glucksmann? Parce qu'il y a une autre réalité derrière les jolis contes que nous raconte la presse aux ordres. Mikhail Saakashvili, par exemple, je vais vous montrer un titre de la BBC et je vais essayer de l'expliquer. Regardez, le leader Saakashvili, il était un peu plus enrobé à ce moment-là, vient de perdre sa citoyenneté ukrainienne. Mais c'est un Géorgien. Alors on va revenir un petit peu en arrière. En 2011-2012, le peuple géorgien se révolte contre la corruption de Mikhail Saakashvili. Saakashvili et sa police sont accusés d'ailleurs d'actes insupportables sur la population géorgienne. Est-ce que ces actes avaient été conseillés par Raphaël Glucksmann? Il faudra un petit peu qu'il nous explique quels étaient les conseils qu'il donnait à Mikhail Saakashvili à ce moment-là. Il s'enfuit et il trouve refuge, je vous le donne dans le mille, en Ukraine, où on lui donne la citoyenneté ukrainienne et il perd la citoyenneté géorgienne. C'est très important. Et là, il donne un coup de main à Maïdan, bien évidemment, et pour le récompenser, on lui donne à gérer l'Oblast d'Odessa. Il va tellement mettre en coupe réglée la population d'Odessa, il va tellement la pressuriser par la corruption, la violence, que le président Poroshenko le chasse du gouvernement pour corruption. Le camp géorgien est considéré comme une mafia internationale. Elle est pointée du doigt par toutes les institutions internationales. Mais notre ami Raphaël Glucksmann a conservé son amitié pour le parrain de la mafia géorgienne d'Odessa. Et là, il y a une sorte de crise ubuesque. En plein Conseil des ministres, un ministre de Poroshenko accuse donc Saakashvili de corruption. S'ils avaient eu des revolvers à ce moment-là, il y aurait eu des morts. Saakashvili est obligé de se sauver, il va être arrêté, il va aller en prison pour corruption, il va s'évader, il va même essayer de tenter une révolution en Ukraine, où il y a un désordre pas possible. Et puis, il finit par s'enfuir de l'Ukraine parce que sa vie, évidemment, ne tenait plus qu'à un fil. Le seul ennui, c'est qu'il n'avait plus sa citoyenneté géorgienne, il n'avait plus sa citoyenneté ukrainienne parce qu'ils lui ont cassé. Le résultat, c'est qu'il était apatride et il a fini sa vie en prison. Le président américain George Bush a même affirmé que ce n'était pas un personnage très recommandable. Et c'est ce personnage qui apparaît à la une du Figaro et qui était l'ami de Raphaël Glucksmann. À chaque fois qu'on lui parle de ses amitiés avec ce personnage, il a tendance à vous bloquer. Il ne veut absolument pas répondre. Vous remarquerez que c'est aussi le compagnon de Léa Salamé. Ceci explique peut-être pas mal de choses. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la soutenir, à la diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Et puis je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye.